tous. Moi, je m'appelle donc Clément Mabi. Clément, donc, je suis chercheur à l'UTC de Compiègne, comme ça a déjà été dit, et je suis spécialiste des questions de participation citoyenne et surtout du rôle du numérique dans le développement de la participation citoyenne. Les nouvelles cultures du débat public m'intéressent beaucoup et j'essaie de comprendre en fait qu'est-ce que le déploiement de nombreuses technologies de communication par le numérique fait à l'activité démocratique, fait à la participation. Et finalement, c'est intéressant de voir un peu l'évolution de tout ça. Dans un premier temps, on s'est beaucoup dit qu'en fait, la participation, ça allait favoriser l'inclusion, que ça allait favoriser le fait qu'on allait pouvoir écouter une grande diversité de citoyens. Puis progressivement, on s'est rendu compte que cette grande diversité de citoyens, elle était certainement plus réduite qu'on ne voulait bien le penser. Pour le dire autrement, on s'est rendu compte qu'il y avait des groupes sociaux, des minorités souvent, des personnes plus fragiles qu'on n'entendait pas dans les espaces participatifs. Maintenant, c'est devenu un peu courant de se le dire, mais au départ, c'était quelque chose qui était un petit peu non dit dans la participation. Et une des manières de pallier à ces manques, ça a été de se dire, de faire le pari, de déployer des outils numériques en disant, on va aller chercher avec ces outils des publics qui ne viennent pas d'habitude. Et il y avait un certain nombre d'a priori sur des publics, typiquement les jeunes. On disait, grâce aux outils numériques, on va avoir plus de jeunes, on va avoir plus d'actifs, tous ceux qu'on a parfois du mal à entendre, ils vont venir. L'idée, donc, c'était de compléter la participation en présentiel en élargissant la boîte à outils des dispositifs de concertation pour renforcer la diversité des publics, permettre de récolter des nouveaux arguments et venir peut-être concevoir des dispositifs encore plus complets. En fait, le premier bilan qu'on a pu aussi tirer de tout ça, c'est de se dire, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'organiser de la participation, malgré qu'on parle souvent d'ingénierie de la participation, ça reste globalement de l'artisanat. C'est-à-dire qu'il faut faire du sur-mesure. Il faut, en fonction des publics, en fonction des sujets, en fonction des territoires, en fonction donc de l'échelle de la concertation, on ne construit pas son dispositif pareil. Des fois, le numérique, ça aide. Des fois, ça n'aide pas vraiment. Parce que si on a, je prends l'exemple de problématiques hyper locales, on va privilégier de la rencontre en présentiel, etc. On se rend compte qu'on n'y fait pas les mêmes choses. Il y a tout un tas comme ça d'éléments qui nous montrent que par moment, le numérique peut être utile, à d'autres moments, il l'est beaucoup moins. Et peut-être le constat qui nous amène aujourd'hui à monter cet atelier, on se rend compte que dans cette logique d'artisanat où on se rend compte que, comme beaucoup de choses, peut-être que la raison, c'est de trouver un point d'équilibre et d'intégrer du numérique dans des démarches, mais de le penser en complément et pour dynamiser une démarche et pas pour penser sa démarche à partir de l'outil. Là, le contexte fait qu'on a un recours de plus en plus intensif, comme le disait David, et que du coup, ça crée un risque de déséquilibre. Et ça remet, à notre sens, au premier plan la tension entre la question de l'inclusion numérique, donc faire venir des gens par le numérique, et l'exclusion par le numérique. C'est-à-dire le numérique comme outil de mise en capacité d'agir et le numérique comme outil de mise en incapacité d'agir. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le risque, c'est que ça écarte aussi des publics. Si David, tu veux bien changer de slide. Et quand on regarde ça d'un petit peu plus près, on se rend compte qu'il y a des gens qui nous alertent à ce sujet-là. Que la relation administrative, que la relation aux institutions, la dématérialisation, le passage par le numérique et trop de numérique risque de fragiliser un certain nombre de publics. Et le danger principal est celui donc d'écorner l'égalité entre les citoyens et que certaines catégories de la population se retrouvent encore plus éloignées en fait, des dispositifs de participation. Et en 2017, il y a eu un rapport de Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui pointait déjà, qui lançait l'alerte sur
les enjeux de la dématérialisation, sur les enjeux de la relation aux citoyens par le numérique dans les institutions. Et il était extrêmement alarmiste en pointant un certain nombre de critiques très très fortes sur ce recours qu'il qualifiait de magique au numérique. Si tu peux changer de slide. Et globalement, ce que pointait Jacques Toubon et ce qu'on peut tirer de la littérature et des retours d'expérience des professionnels du sujet, c'est deux constats pour une double peine. Premier constat, on se rend compte que la connectivité, être capable de se connecter, devient une condition sine qua non de l'accès aux démarches administratives et à la relation aux institutions. Et là, encore plus en temps de crise. 2, que les publics qu'on pourrait qualifier, on pourra revenir sur ces terminologies, de non autonomes numériquement, eh bien, se voient mis à distance par le traitement à distance de la relation et empêchés matériellement dans l'accès à leurs droits et dans leur accès à l'expression et donc dans leur capacité à se faire entendre des institutions. Et ce double constat, il y a de plus en plus besoin de numérique et les publics les plus fragiles sont encore plus fragilisés par l'usage du numérique, nous amène à voir bien cette fameuse double peine que les individus les plus précaires, qui sont souvent les plus dépendants des démarches et des prestations sociales, qui sont souvent ceux qui sont le plus éloignés des questions de numérique, des questions de participation citoyenne et des questions de citoyenneté active, eh bien, finalement, c'est eux qui vont être encore une fois mis à distance, fragilisés, alors qu'ils en ont le plus besoin. Tu peux avancer, s'il te plaît, David? Alors, quand on parle de ces gens-là, quand on dit les personnes non autonomes, les non-usages du numérique, finalement, de qui on parle? Qu'est-ce qu'on sait de ce qu'on appelle pudiquement les publics empêchés, ceux qui n'utilisent pas ou ceux qui utilisent peu le numérique? Alors, j'ai essayé de rassembler quelques chiffres pour avoir quelque chose de parlant, parce que finalement, on se rend compte, et c'est d'abord un constat, qu'on les connaît mal. Parce qu'on arrive un petit peu, vous voyez, dans les marges un peu de la société de l'information, dans les marges de la société numérique, on arrive sur des sujets où c'est pas toujours évident d'en parler. C'est pas toujours évident de dire je suis nul avec Internet, je ne sais pas me servir de mon ordi. On arrive sur des sujets où il y a beaucoup de gens qui développent des astuces, qui développent des habilités pour contourner des problèmes. Par exemple, faire appel à un tiers, à un aidant, à un conjoint. Ou dans un couple, il y en a un sur deux qui maîtrise des outils, qui est capable de se connecter, de faire des choses, alors que l'autre pas du tout. Et du coup, ça invisibilise ces publics en difficulté. Il y a un certain nombre d'études qui ont pris à bras le corps cette question et qui ont essayé de mieux les identifier, de mieux cerner qui sont donc ces publics qui ont du mal avec le numérique. Et je voudrais commencer par un chiffre avancé par la mission Société numérique, par Bercy, un chiffre absolu de 13 millions de Français qui demeurent éloignés du numérique, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas ou peu Internet, et ils sont en difficulté avec ces usages. 13 millions. C'est quand même un chiffre absolu qui doit nous poser question, surtout si on défend une question démocratique avec un idéal extrêmement inclusif. Le CREDOC, qui produit beaucoup de statistiques, estime que cette part de Français qui n'utilisent pas ou peu Internet représente 12% de la population. Capacity, qui est une étude universitaire, identifie, quant à elle, 16% de non-internautes et, pour rajouter un petit peu peut-être de finesse dans l'analyse, 12% d'internautes dits distants, caractérisés par un usage très limité d'Internet et qui n'effectuent pas de démarche en ligne, et qui sont incapables. En gros, c'est les internautes d'une certaine génération qui sont capables de regarder leur mail, d'aller voir la météo, de suivre les résultats de foot, mais pas de préparer leurs vacances, pas de faire leurs démarches et peut-être encore moins de participer en ligne. France Stratégie, eux, un chiffre encore plus alarmiste de 28%, donc 14 millions. Donc, vous voyez, on alterne entre 13-14 millions de Français qui se déclarent empêchés et en difficulté avec le numérique. Tu peux changer de slide, David?
Oui, on compte les personnes en situation de handicap dans ce chiffre. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça implique si on veut prendre cette question au sérieux et pas se dire tant pis pour eux? Ça implique de prendre en compte les différentes couches de difficulté. D'abord, la question de l'accès. Typiquement, avoir un terminal, que ce soit un mobile, que ce soit un ordinateur, avoir accès par les infrastructures au numérique. Deuxièmement, et c'est peut-être la couche la plus difficile, se rendre compte que ce qu'on demande exige des fortes compétences cognitives et culturelles. Savoir s'identifier, créer des mots de passe, c'est pas si évident. Je vous renverrai aux travaux de Dominique Pasquier sur l'Internet des classes populaires, qui montre bien toute la difficulté, parfois tout ce qui peut être compliqué de créer des mots de passe, de se souvenir des mots de passe, de stocker les mots de passe, de les gérer, à quel point ça peut mettre en difficulté certains publics. Et troisième niveau, peut-être plus symbolique, avec cette idée, la capacité à se faire confiance, la capacité à accepter de faire des erreurs, la capacité à partager un point de vue, en public, eh bien, on se rend compte que c'est encore une fois éminemment socialement discriminant. Est-ce que j'ai presque terminé, mais est-ce que tu peux avancer, David? Donc, l'idée forte de ce que je voulais vous dire, hein, c'est faire le pas de l'exclusion numérique à l'exclusion par le numérique. En gros, le message est assez simple, hein, c'est il y a des publics fragiles qui sont déjà relativement éloignés de la participation. Il faut bien avoir en tête que mettre à disposition des outils numériques éloigne encore plus les plus fragiles et fragilise encore plus certains publics. On élargit souvent l'assiette des publics fragiles. Et donc, du coup, si on veut combattre ça, et pas se dire juste que c'est à eux de s'organiser, de se prendre en main, eh bien, il faut juste se dire que mettre en place une démarche de concertation avec du numérique implique bien plus que la mise à disposition d'outils. Ça implique des démarches de médiation. Ça implique d'accompagner, ça implique de travailler avec les participants pour leur permettre un égal accès au dispositif. Ça implique donc, en gros, d'avoir une approche beaucoup plus centrée utilisateur et de penser cette mise en incapacité d'agir comme le pendant de la mise en capacité d'agir par le numérique. Est-ce que tu peux avancer? J'ai presque terminé. Je vois l'heure qui tourne. Voilà, rapidement pour vous dire que cette question de l'inclusion commence. On peut regretter timidement, mais il y a quand même des choses qui se font au niveau des institutions pour permettre à tous d'acquérir, et c'était le dernier mot-clé que je voudrais vous transmettre, la littératie numérique, pour développer des capacités d'agir en contexte numérique. Donc ce terme de littératie, je vous le présente dans le slide suivant, et je terminerai là-dessus. David, est-ce que tu peux changer de slide? Merci. Ce terme de littératie numérique, il est important. Je vous inviterai à en discuter avec les participants qui vous feront, donc les intervenants qui vous feront les retours d'expérience. Qu'est-ce qu'on entend par littératie? Ça désigne un ensemble de compétences et de connaissances susceptibles d'être enseignées, qui sont relatives aux spécificités du numérique et des pratiques qui vont avec. En gros, c'est au-delà de juste maîtriser des outils, c'est apprendre à apprendre, cette capacité à évoluer dans des environnements, cette capacité à se dire, bon, j'arrive sur une nouvelle plateforme que je ne connais pas, qu'est-ce qu'il faut que je regarde, qu'est-ce qui est permanent, qu'est-ce qui change en fonction des outils, je passe de Mac à PC, comment je m'adapte, quand je change de plateforme de participation, quel apprentissage j'embarque avec moi. Voilà, c'est être capable en fait de se faire un socle de connaissances suffisamment solide pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir être autonome en contexte numérique. Pour terminer, ce que je voulais simplement vous inviter à regarder, voilà, c'était juste pour faire un petit clin d'œil aux acteurs engagés et le réseau de la Mednum, dont pourra nous parler Damien, qui est une coopérative des acteurs de la médiation numérique. C'est la première fois que l'État est acteur et investi dans un format de coopérative d'ailleurs.
ce qu'il faut regarder, Je vais t'inviter à conclure rapidement si bah tu oui, peux. c'est les 2 à 3 points que je vous inviterai à peut-être avoir en tête pour questionner les retours d'expérience. D'abord, regardez l'outil, d'accord? L'outil en tant que tel, en quoi le design facilite l'usage? Est-ce qu'il est facile ou pas? Deuxièmement, c'est le autour. Qu'est-ce qui est mis en place pour embarquer les publics? Et troisième point, c'est qu'est-ce qui est mis en place pour interagir avec les publics sur la méthode en elle-même. Participatif de Mulhouse. Je vous invite à regarder éventuellement. Je ne vais pas surfer dessus, mais je vais juste lister les différents points qu'on a évoqués. Sans les prioriser, juste voilà, de but en blanc. Gaëtan et Olivier ont pas mal insisté sur l'importance du présentiel qui a accompagné ce dispositif de budget participatif. Certes, il y avait du vote en ligne et on pouvait déposer son projet, mais il y avait des véritables actions de terrain pour accompagner la participation. En témoigne d'ailleurs un chiffre assez éclairant, 50% des votes sont arrivés via la plateforme, 50% via le papier, et on voit bien qu'il y a une articulation à trouver entre les deux, et du présentiel et du numérique à vraiment pensé. Sur les votes, d'ailleurs, il y avait, et on a pas mal parlé de ça, 3 dispositifs différents. Il y avait bien sûr la plateforme que vous voyez sous les yeux, qui est une plateforme fournie par Cap Collectif, mais qui pourrait être fournie par d'autres plateformes. Il y en a d'autres qui fournissent des outils similaires. Il y avait aussi des urnes, 17 urnes à disposition, dans des lieux assez variés. Là, on voit un petit peu la liste. On voit qu'il y a quand même une volonté d'aller dans des lieux type centres socioculturels. Et il y avait aussi une urne mobile avec un triporteur qui a sillonné la ville sur une vingtaine de demi-journées. Donc on voit bien qu'il y a quand même un dispositif d'accompagnement pour aller à la rencontre. Et moi, c'est une petite note que je retiens fortement de leur présentation. Il y a des dispositifs, non pas pour attendre que les gens viennent sur le site, mais pour aller à la rencontre des publics dans l'espace public, sur la place de la mairie, sur des marchés, etc. Il se pose la question en permanence de comment mobiliser les jeunes et les seniors. Bien sûr, il y a l'idée d'aller à la rencontre, de médiatiser en utilisant des tablettes, des iPads pour faire le lien, mais sans négliger le fait d'avoir toujours des questionnaires papier, parce que ça leur semble important d'offrir des supports différents en fonction des publics qui sont rencontrés. Ça, c'est un point important. Et avec une focale sur comment travailler, notamment pour améliorer les outils, pour toucher plus facilement les jeunes, par exemple, qui est une cible un peu prioritaire. Et là, c'est un travail qu'ils mènent pour le second budget participatif qui va être lancé. Et il y avait une suggestion de Marie dans le groupe qui disait, mais pourquoi pas travailler avec les jeunes directement pour travailler sur le design de la plateforme, par exemple, pour faire de l'expérience utilisateur. Et là, on avait une réponse d'Olivier, un début de réponse, et Gaëtan a été coupé par le retour en plénière. En tout cas, c'est un travail qui est en cours. Un autre point important, l'usage des outils de communication, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais aussi les newsletters, le présentiel, les panneaux lumineux de la ville. Tout cela a été mis au service d'une communication pour faire connaître la plateforme et le budget participatif de manière globale. Ça demande des moyens conséquents. Et ce n'est pas magique en termes d'inclusion. Ce n'est pas parce qu'on est fait sur Facebook, même si la communauté croît, si c'est encourageant, ça demande quand même du travail pour aller encore une fois à la rencontre des publics. Pour finir, 3 derniers points. Il a fallu acculturer les élus et les agents et les services techniques au fait que le numérique pouvait être intéressant pour faire ce type d'opération. Ça a été porté par l'agence. La spécificité de Mulhouse, c'est d'avoir une agence indépendante de la participation citoyenne, régie autonome de la municipalité, avec une équipe conséquente. C'était une question de l'atelier, on avait pas mal de personnes au sein de l'équipe. Ça a été un choix fort de dire le numérique, oui, certes, mais il faut du terrain. Et c'était un axe qu'il a fallu défendre pour convaincre un certain nombre d'élus et de services techniques. Je pense que
La confiance est désormais là. La confiance, c'était au cœur des discussions par rapport au vote. Est-ce qu'il y a du bourrage d'urne? Est-ce que quelqu'un qui vote numériquement peut aussi voter en papier? Est-ce qu'il y a des gens qui venaient bourrer l'urne avec leur propre projet pour le soutenir? Là, le mot-clé qu'ont utilisé Gaëtan et Olivier, c'est la confiance. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas besoin de mettre une carte d'identité. On s'inscrit, c'est déclaratif, autant en ligne qu'en présentiel. C'est un dispositif qui a pu fonctionner de la sorte. Reste à savoir si dans d'autres contextes, il resterait pas contournable par des groupes de pression et autres, soulevait Rémi dans l'atelier qui s'intéresse à ces questions. Dernier point, et ce qui va permettre de faire un point avec le travail de l'Institut qui m'a marqué, c'est la question de l'évaluation. Il n'y a pas eu d'évaluation du premier budget participatif. Par contre, c'est prévu pour la seconde session. Et il me semble que c'est une piste un peu stimulante pour l'Institut que de travailler, d'introduire les questions d'inclusion-exclusion dans le travail d'évaluation que nous menons aussi à l'Institut. Il y a un autre cycle qui porte sur cette question-là. Car effectivement, là, on parle d'inclusion et d'exclusion, mais de manière très générale. Clément nous a donné des chiffres en introduction qui sont plutôt sur une fracture d'usage de services publics. Je vais un peu vite, mais c'est un peu ça, l'idée d'être éloigné du numérique, notamment pour avoir des démarches. Nous, on est sur un champ un petit peu particulier et on peut se demander si les urnes mobiles, si les points de vote, etc., ont porté leurs fruits, si on a vraiment une diversité de public qui a voté, des jeunes, des moins jeunes, etc., de recueillir les barrières ressenties par les utilisateurs. Et c'est probablement par une démarche d'évaluation qu'on arrivera à mieux répondre et à mieux nous outiller par rapport à la lutte qu'on doit faire contre l'exclusion numérique et comment mettre des dispositifs d'accompagnement adaptés et efficaces et comment favoriser aussi l'inclusion d'un public large, jeunes, personnes âgées, etc. Voilà un petit peu, entre guillemets, un résumé de l'intervention et une lecture au regard peut-être d'autres travaux de l'Institut. Merci à tous pour ces interventions. Exercice un peu difficile d'en faire une sorte de synthèse. Moi, je vais plutôt vous... c'est pas une synthèse d'ailleurs que je devais en faire. On a appelé ça rapport d'étonnement. Alors, je vais essayer de vous dire des choses que j'espère ne paraîtront pas trop bêtes. Moi, je trouve que c'est étrange. On n'a pas parlé, et en même temps, c'est bien, c'est une des premières fois que ça m'arrive ces derniers temps. On n'a pas beaucoup parlé de confinement lors de cette séance. Pourtant, il me semble, moi, que c'est important de l'évoquer parce que c'est important de l'évoquer parce que cette crise a eu de révélateurs sur l'exclusion numérique et sur la participation citoyenne numérique, justement. Moi, je crois que ce qui s'est joué avec le confinement, c'est beaucoup des questions d'isolement, de personnes qui n'ont pas autour d'elles un environnement social qui peut les aider à surmonter des difficultés numériques. Mais ces personnes, elles s'en sortent mal. Elles s'en sortent mal in et ex situ, par ou sans le numérique, qu'elles soient vieilles ou qu'elles soient jeunes. Ça, c'était des choses qui existaient auparavant et qui ont été vraiment mises en visibilité par le confinement. Et je trouve qu'on retrouve ce que je vous dis là dans ce que présentait Juliette sur l'articulation nécessaire entre présentiel et distanciel lorsqu'on souhaite faire de la concertation citoyenne. Le fait de relier des modalités de participation, présentiel et distanciel, la participation numérique ne va pas sans un mode comme ça présentiel. C'est peut-être la première chose que je retiens, et de cette première chose découle une seconde qui est l'importance des lieux. En fait, on voit émerger aujourd'hui, plutôt on voit se réactualiser une catégorie de lieux qu'on appelle les lieux tiers, les tiers-lieux, mais qui en vérité existent depuis bien longtemps. Je ne vois pas ce qu'un centre social, un foyer rural, une MJC, un FJT, tous ces trucs-là ont de différents de ce qu'on appelle les tiers-lieux aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important de, dans ce mode présentiel, de l'articuler vraiment, à re-questionner qu'est-ce que nous font les lieux, à quoi ils servent et comment il faut les penser pour qu'ils soient utiles dans ces questions de participation citoyenne via le numérique ou de médiation numérique et d'inclusion numérique. Moi, je crois aussi qu'on est dans une situation où nos apprentissages du numérique, ils n'ont jamais été aussi rapides parce qu'on apprend ces outils et ces dispositifs qu'à partir du moment où on les mobilise. Du coup, faire de l'innovation démocratique avec des nouveaux outils, des outils très innovants, c'est compliqué en ce sens-là. À chaque fois, on les redécouvre. Par exemple, aujourd'hui, on est
beaucoup de gens sont forcés de mobiliser ces outils. Aujourd'hui, moi, je voyais juste à l'instant, je n'avais pas mis ce micro, mon interaction sociale avec vous, cette interaction sociale numérisée qu'on a ensemble, il faut que je la prenne pour que je la maîtrise un peu plus. C'est ce que et du coup, le fait d'utiliser tous ces dispositifs, moi je crois aussi que pendant la crise, le confinement, on a vu apparaître des personnes qui étaient un petit peu invisibles jusqu'à présent, qui étaient les médiateurs numériques. Hein, il y a une plateforme qui s'est montée pendant la crise qui s'appelle solidariténumérique.fr et on a vu un nombre de candidatures sur cette plateforme qui a dépassé les espérances qu'on prévoyait et tout ça venait de médiateurs et de médiatrices aguerris qui ont donné du temps gratuitement pour accompagner les gens. Et du coup, la première chose qu'on tire d'une part, c'est qu'il y a un réseau qui existe, il y a un maillage qui existe et qu'il était plutôt, pour la majorité des personnes, invisible jusqu'alors. Et c'est ce que disait Damien, moi je trouve dans son intervention, il est important de diminuer l'invisibilité des acteurs de l'action sociale, du travail social, des mondes de l'éducation populaire, qui bizarrement, même eux à l'intérieur, se rendent pas compte qu'ils ont véritablement un rôle à jouer sur ces questions de participation citoyenne et de médiation et d'inclusion numérique. Ils ont peut-être des référentiels politiques, des référentiels professionnels qui ont d'autres termes, une autre terminologie. C'est peut-être pour ça que des fois, ces mondes ne se croisent pas, alors qu'il faut vraiment, comme le disait encore une fois Damien, créer des alliances avec des acteurs déjà identifiés, déjà existants. Et il faut créer des alliances, il faut travailler pour rendre visible. Et comme le disait Clément, il n'y a pas souvent de l'ingénierie de la concertation. Et il y a souvent, en revanche, beaucoup d'artisanat, beaucoup de bricolage de la concertation et de la participation. Et je crois qu'il faut renouveler notre attention à ces bricolages, à cet artisanat. Et ça, faire ça frotte souvent avec le leitmotiv de l'innovation qu'on a souvent et qu'on nous martèle, le fait qu'il faut innover, alors que voilà, il faut bien souvent peut-être avoir un regard historique et aussi non colonial sur les questions de la participation. Moi, je crois que regarder ce qui se fait aujourd'hui au Rojava, ce qui se fait au Mexique, lire à nouveau Murray Bookchin et sur le municipalisme libertaire, ces gens qui parlent des alliances avec tous les secteurs de l'action sociale, etc. Je pense que voilà, on peut y trouver des enseignements précieux. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Qu'est-ce que j'ai noté de plus voilà, après, il y avait quelque chose, moi, qui a été travaillé par Hubert Guillot, qui est un journaliste que je considère presque comme un chercheur, même pas presque, je considère comme quelqu'un d'extrêmement pertinent. Il parlait du fait de se poser véritablement des questions sur l'angle mort de la conception des services. Ça, c'est trop souvent minoré. On n'interroge pas suffisamment la responsabilité des concepteurs de services et des designers. On a tendance à présenter les services comme des solutions, ça s'intéresser à la manière dont ces services s'insèrent dans nos interactions. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut plus se poser des questions sur ça aussi. Ce que je vous propose, pour terminer, là, à la lecture des quelques propos, puis aussi de ce que j'ai entendu, peut-être de revenir sur quand on pense cette dynamique d'inclusion numérique au sein du monde de la concertation, revenir sur 3 points qui me paraissent essentiels, 3 bonnes pratiques, 3 points d'intention. Donc 3 points d'intention et 3 enjeux. Donc qu'est-ce qu'il y a bien à faire et 3 défis pour la suite. À mon avis, première bonne pratique, le rôle clé du sujet. C'est-à-dire, on avait parlé dans différents ateliers pour paraphraser une sociologue anglaise, no issue, no public. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de participation. Et ça marche tout à fait aussi en contexte numérique, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on travaille énormément sur la configuration de son dispositif, qu'est-ce qu'on veut, qu'on va avoir de la participation. Il faut penser à la communication, il faut aller chercher, s'adapter aux spécificités des publics numériques, avoir une communication qui leur soit dédiée et être capable de les mobiliser. La deuxième chose, c'est la question de l'accompagnement. Deuxième bonne pratique. C'est-à-dire à la fois avoir un accompagnement qui soit centré utilisateur, partir des capacités des gens, partir de ce qu'ils savent faire et pour les emmener vers la démarche
et adapter la démarche à aller vers eux et surtout ne pas les stigmatiser comme n'étant pas en capacité d'eux. L'accompagnement, c'est aussi, et ça a été bien dit par François à la fin, mettre en visibilité les médiateurs, les réseaux de médiateurs, penser la place des lieux. Je pense que c'est aussi une des pistes stimulantes pour donner un petit peu de concret à l'articulation en ligne hors ligne, au-delà de juste dire je fais des silos avec des réunions et des espaces de discussion numérique, peut-être penser des lieux où ces interactions, ce maillage, ce tissage peut prendre vie. Troisième point, les enjeux du design. On a beaucoup parlé d'artisanat, qu'on pourrait mettre en tension avec l'ingénierie. Moi, ça me fait toujours marrer en travaillant dans une école d'ingénieur de dire ça, je suis désolé. Mais on a vu l'importance de penser low-tech, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le low-tech? C'est moins penser à partir de ce que l'outil peut faire que repenser à partir des besoins et offrir des solutions techniques adaptées aux besoins, avec un souci de frugalité. Qu'est-ce que c'est que la frugalité? C'est-à-dire, qui peut le moins fait le moins. Ne pas chercher à déployer trop de technicité là où on peut s'en passer. Donc, ce serait pour moi les 3 points qui me semblent clés dans une démarche inclusive. Problématiser le sujet et le faire connaître dans les espaces numériques avec un gros souci de communication et de pédagogie. Un accompagnement sur mesure, centré utilisateur, qui prend en compte les lieux physiques et qui donne de la visibilité au réseau de médiateurs. Et un design low-tech, artisanal, et peut-être aussi la question du co-design, hein, c'est-à-dire construire les outils et les dispositifs avec ceux qui en seront les premiers bénéficiaires. Et réfléchir à cette grille, à ces points d'analyse, ça soulève, à mon sens, 3 enjeux principaux. Le premier enjeu, c'est celui de l'expérimentation. On a beaucoup parlé d'articuler en ligne. Moi, je trouve que là-dessus, on est quand même assez balbutiant. Hein. On a cette idée pour l'instant qui est beaucoup sur je fais des réunions, je fais du présentiel, je fais de la concertation sur des plateformes. À mon avis, l'articulation peut être expérimentée dans des tiers-lieux, dans des espaces où on accompagne, dans des démarches de médiation. On peut aller beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus innovante et forte que ce qui se fait actuellement là-dessus. Et ça passe par un droit à l'expérimentation. Deuxième point, c'est la question de l'évaluation. Si on expérimente, si on souhaite aller plus loin que ce qui se fait actuellement, on a impérativement besoin de développer des pratiques d'évaluation à la fois de ce qui se fait en ligne. Moi, je suis quand même frappé des différents retours d'expérience de consultation numérique où on nous dit en gros, on ne sait pas trop qui a participé. Ce qui est cool, c'est qu'on a un nombre de contributions, on a du verbatim, donc on voit bien ce déplacement du centre de gravité de la démocratie vers qui parle, qui est quand même une essence même de la participation. Vous êtes riverain, votre poids n'a pas le même avis si vous dites « je ne suis pas très pour un incinérateur de déchets » que si vous habitez extrêmement loin et que vous participez sur Internet. Et là, on a un déplacement où on va garder du verbatim. Le sémantique prend une place extrêmement forte dans la participation, peut-être à défaut de tas d'autres réalités qui finit par fausser un peu peut-être certaines dynamiques. Donc, on a besoin d'évaluer, on a besoin de mieux connaître qui parle. Et puis, les expérimentations aussi doivent de toute façon être évaluées pour pouvoir être aussi intégrées et au bout d'un moment quitter ce statut d'expérimentation pour devenir des bonnes pratiques. Et troisième point, c'est la question des alliances et de l'interconnaissance. On voit bien là aussi, hein, c'est quelque chose qu'on entend quand même de plus en plus souvent dire ce serait bien si on allait voir les gens de la médiation numérique, ce serait bien si on allait voir les gens de l'innovation sociale, de l'éducation populaire. Du côté de l'éducation populaire ou dans d'autres milieux, ils se disent ce serait bien si on allait voir les gens du numérique. Mais on se rend compte que finalement, l'interconnaissance, c'est un processus extrêmement compliqué. C'est un processus qui demande là aussi d'essayer des choses, d'avoir d'abord des intérêts partagés. Et donc, il y a un travail d'explicitation de ces intérêts partagés. Et ensuite, d'avoir des véhicules pour les mener, c'est-à-dire des cadres communs. On a besoin, et là peut-être c'est aussi un des rôles des institutions, hein, de favoriser ou des associations comme l'Institut, peut-être que c'est un des défis qu'on aura aussi amené, de favoriser les rencontres entre ces mondes pour commencer par discuter ensemble, créer des objectifs partagés et ensuite trouver des dispositifs ou les expérimenter. Et ça, c'est un processus qui est long, mais qui nous ouvre des perspectives qui
si tout se passe bien, devrait pouvoir nous permettre collectivement d'en finir, de tordre le cou aux idées reçues d'un numérique où l'outil prend le dessus sur la démarche, et pour remettre le numérique à sa juste place dans la démarche, c'est-à-dire comme un levier d'innovation, comme un levier qui active des potentialités et qui accélère des démarches, y compris au service du progrès social. Et dernier point, j'espère que collectivement, on a posé aussi les bases pour commencer à mettre un S à numérique et arrêter de parler du numérique dans l'absolu, ce qui ne veut absolument pas dire grand-chose, pour parler des numériques qui sont plongés dans une grande variété de mondes sociaux.